Et on va changer complètement de cadre en moins géographique, puisqu'on va passer avec Sename Kofi Agbojinou au Togo. Alors Sename, vous avez un profil qui n'est pas banal, puisque vous êtes à la fois architecte et anthropologue, mais vous allez nous raconter comment. Je me demande bien comment diable vous êtes retrouvé à créer avec ces deux casquettes-là, WELAB, qui est un lieu ouvert et collaboratif, qui a commencé en fait comme un Fab Lab à Lomé, au Togo, et qui est en train de devenir un incubateur, parce que les projets qui y sont nés, qui sont d'ailleurs pas, un peu comme dans le crowdsourcing de Dirk, qui n'ont pas forcément été conçus par des ingénieurs au début, hein, mais des gens qui passaient là, puisqu'ils rentrent qui veut finalement, sont en train de devenir certains des projets plus prometteurs avec des startups, etc. Un des sujets, Dirk disait, c'est bien que les entrepreneurs s'attaquent non pas à des petits enjeux, mais aux gros enjeux de la planète. Et un des gros enjeux sur lequel se retrouve un peu concentré le travail de WELAB, c'est notamment la question des déchets électroniques, qui est très présente un peu partout dans le monde, mais notamment au Togo. Et un des projets qui a le plus fait parler de vous, il y a plein de vidéos super en ligne là-dessus, c'est notamment le projet qui s'appelle Wafate 3D, qui est une imprimante, qui n'est pas un projet pour le coup, c'est une imprimante 3D qui existe à WELAB et qui est faite exclusivement à partir de déchets électroniques trouvés dans des décharges recyclées, etc. etc. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans les principes fondateurs de la troisième révolution industrielle de Rifkin, il y a notamment l'idée qu'il y a une révolution de la production distribuée qui va être possible, de la même façon que chacun va pouvoir, grâce aux énergies renouvelables, produire l'énergie dont il a besoin et potentiellement en produire plus et la revendre. Il y a l'idée qu'avec l'imprimante 3D, n'importe qui, c'est un peu ça aussi qui illustre votre projet, va pouvoir demain devenir une mini-usine de production, un laboratoire de R&D et un mini-site de production. Je vous laisse, même question, nous présenter le projet, comment vous y êtes arrivé, comment ça se développe, et puis comment, à votre avis, c'est aligné avec les principes de la troisième révolution industrielle, et comment ça combine surtout, je pense, l'innovation technologique à nouveau et l'innovation sociale. Ouais, où vous voulez. Bonjour à tous. Merci à la World Conference pour cette opportunité que vous nous offrez de présenter nos bien modestes projets. Elisabeth l'a rappelé, vous le savez très certainement, le président Barack Obama s'est lui aussi fait prophète à la suite de Jeremy Rifkin en déclarant que l'imprimante 3D serait à la source de la prochaine révolution industrielle. Donc il y a certainement beaucoup du fait que la petite communauté que je dirige au Togo a créé la première imprimante 3D africaine et une imprimante 3D en déchets électroniques recyclés dans l'honneur qui nous est fait aujourd'hui. Donc on est souvent sollicité un peu pour nous produire et présenter notre gadget pour illustrer ce basculement qui se profile quand d'autres, des experts, ont défini ce mouvement. J'ai l'impression que ce n'est pas trop l'esprit de cette conférence. Et si vous le permettez, au lieu de parler directement d'imprimante 3D, je vais plutôt vous parler de l'esprit global de ce que nous essayons de faire au Togo, que nous appelons le programme Low High Tech, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, j'espère vous convaincre que si on a fait une imprimante 3D, ce n'est pas complètement par accident. Et même si c'était un accident, c'est plus un accident calculé. Et aussi pour souligner que dès le début, quand on s'est engagé dans ce mouvement, dans ce changement d'époque en quelque sorte, on a tout de suite affirmé pour notre part, dans ce que nous faisions au Togo, que nous ne voulions pas être à la remorque et que si nous avons choisi d'embrasser ce que nous avons appelé ici la troisième révolution industrielle, c'est parce que nous avions identifié que l'Afrique avait vraiment une carte à jouer. Et donc nous voulons contribuer pleinement à la définition
cette nouvelle ère qui se profile. Ce que nous appelons ici troisième révolution industrielle, beaucoup de ceux qui l'ont activement préparé l'ont plutôt théorisé comme une alternative à l'industrie. Donc c'est déjà un peu, en quelque sorte, une petite défaite que de voir que l'industrie est quand même présente dans la dénomination qui est retenue. Sur ce point-là, je suis un peu rassuré parce que si j'ai bien tendu l'oreille dans les couloirs hier, je crois qu'il y a une évolution dans le terme qui se profile. Et on passerait de TRI à quelque chose avec du rêve dedans. Donc je n'en dis pas plus, je pense que vous aurez l'annonce tout à l'heure, plus tard dans la journée. Donc comme vous avez dû le comprendre, nous sommes très proches, nous, de ce qu'on appelle le mouvement Maker et ce que Pekka Immonen appelle l'éthique hacker, qui est donc un mouvement qui se positionne en quelque sorte contre l'industrie. Et cette éthique hacker est très fondamentale dans ce que nous faisons. Parce que ce qui a déclenché tout ce que nous avons commencé à faire au Togo, c'est une proximité que nous avons identifiée entre les sociétés des valeurs traditionnelles et donc cette éthique hacker. Et donc nous avons voulu construire une sorte de concept que nous appelons Low High Tech, qui est en quelque sorte un package de stratégies d'innovation et de production. En quelque sorte qui joue sur cette proximité entre un petit noyau dans le milieu des nouvelles technologies et des valeurs de sociétés qui sont très africaines, pour donc faire de l'innovation qui soit à la portée de tous, adaptée aux petites gens et qui puisse facilement s'implémenter en quelque sorte en contexte africain. Donc il s'agit de mobiliser toutes les intelligences, parce qu'en Afrique, tout le monde innove. Toutes les intelligences, y compris celles qui peuvent paraître marginales, de professionnaliser cette informalité qui est très grande en Afrique et de sublimer en quelque sorte ce qu'on appelle le système D. Et donc pour inoculer ce truc low high-tech dans la ville, on a lancé un projet urbain qui s'appelle Hub Cité, et qu'on a fait présenter au début comme un projet de Smart Cité, mais ce n'était pas très juste parce que si on fait un peu l'histoire des théories urbaines, l'architecte était la grande figure de la ville durable, l'ingénieur est en quelque sorte la grande figure de la Smart Cité. Et dans cette nouvelle typologie qui s'esquisse, c'est plutôt l'entrepreneur qui est central. Alors on appellera cette nouvelle typologie Sharing City, ville de la troisième révolution industrielle ou ville vernaculaire. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que la catégorie cette fois-ci, c'est quand même l'économie. Alors comment ça marche ce truc, ce projet urbain Hub Cité? Eh bien, ça marche en additionnant des concepts que nous avons identifiés dans le milieu des nouvelles technologies et qui font écho en quelque sorte à des valeurs qui sont des valeurs traditionnelles africaines. Par exemple, nous implémentons dans le territoire que nous avons choisi pour tester ce programme beaucoup de camps sur le modèle des barcamps, mais qui jouent le rôle de moments de rituels. Nous implémentons beaucoup de labs sur le modèle des Fab Labs, mais qui ont plus un rôle d'enclos d'initiation. Et l'idée, c'est aussi d'implémenter beaucoup de technologies en open source qui compensent un peu le manque d'expérience que les sociétés ont dans les villages et qui est difficile à réaliser en ville. Donc l'idée du projet Hub Cité, c'est de réaliser dans la ville les conditions du village. Et donc, l'objectif, c'est de multiplier des laboratoires pour mailler le territoire en quelque sorte, avec des espaces qui sont dédiés à l'innovation. Chaque espace travaille sur un périmètre qui lui est propre et il a le contrat de développer des technologies qui sont natives et qui répondent aux problèmes de proximité.
Donc nous avons créé le premier modèle de ce genre d'espace, c'est Wellab, qui a été installé en 2012. C'est donc une sorte de maison de quartier 2.0. Il y a maintenant une communauté d'à peu près une trentaine de jeunes, une moyenne d'âge de 19 ans qui travaillent dans ce lieu. Et c'est en quelque sorte pour recycler la jolie image du président Leroux d'hier, une sorte de cellule souche donc, qu'on a créée dans le quartier et dont l'objectif est de transformer l'ADN ou le programme génétique de ce quartier-là. Donc on y innove dans tous les aspects de l'urbain, sur la question des déchets, sur la question du transport, la question de la communication et de la gouvernance, etc. Et là, on retombe avec Wellab dans les fondamentaux de la troisième révolution industrielle. C'est donc un lieu qui a l'ambition de devenir une sorte de micro-centrale énergétique pour son quartier, c'est-à-dire un rayon d'1 kilomètre autour du lab, mais aussi une usine de proximité pour produire, toujours dans ce rayon d'1 kilomètre autour du lab. La différence, c'est qu'on veut y développer des technologies qui ne sont pas élitistes, mais elles aussi démocratisées. C'est pour ça que nous avons, au lieu de commencer à produire, à faire du produit directement, nous avons d'abord commencé à développer des machines-outils dans cet espace. Donc l'idée, c'est de mettre en avant le commun comme éthique qui vient s'ajouter à la révolution industrielle et à la transition énergétique qu'on présente comme les deux pôles de la transformation de la troisième révolution industrielle. Je vais vous donner quelques principes rapidement de cette idée de commun. Par exemple, nous n'avons pas d'inventeur dans la conception que nous avons au Wellab des choses. Nous considérons que l'idée de l'inventeur est une idée purement capitaliste qui postule qu'une personne isolée peut, elle seule, développer une idée et se permettre de capitaliser là-dessus. Donc nous pensons que personne tout seul ne fait rien, donc il n'y a pas d'inventeur dans notre communauté, ce qui est un peu déroutant pour les journalistes qui nous visitent, parce qu'il y a un nouvel exotisme en Afrique. On cherche c'est l'exotisme technologique, on cherche le petit jeune homme qui fouille les poubelles et qui invente des machines. Et quand ils arrivent chez nous et qu'on dit que c'est tout le monde qui fait ensemble, c'est souvent très déroutant. Un autre principe pour souligner cette valeur du commun, c'est notre programme d'incubation de start-up. On a maintenant un parc avec environ une douzaine de start-up qui ont été créées, qui sont toutes des start-up collaborantes et collaboratives. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chef d'entreprise. Les 12 start-up sont gérées collégialement par l'ensemble de la communauté et les jeunes passent d'une entreprise à l'autre pour travailler et la richesse qui est créée est redistribuée sur l'ensemble de la communauté. Peut-être deux mots sur l'imprimante 3D quand même, pour ne pas fâcher ceux qui sont venus pour ça, avant de conclure. Donc l'idée de l'imprimante 3D, c'était en quelque sorte de transformer le problème des déchets électroniques qui est de plus en plus prégnant dans nos contextes en opportunité. Donc l'idée, c'est de faire de toutes ces vieilles machines que vous nous envoyez, puisque ces déchets nous viennent beaucoup d'Occident, de nouvelles machines qu'on pourrait vous renvoyer. On nous a demandé récemment pourquoi avoir choisi les déchets électroniques. C'est aussi parce que c'est un matériau frugal, en quelque sorte. Quand vous décidez de faire une machine à partir de zéro, vous devez tout penser, vous devez tout créer. Alors que si vous utilisez une machine qui a déjà eu une vie antérieure, l'effort à faire, en quelque sorte, c'est juste un effort de détournement. Donc vous n'avez pas besoin d'une grosse logistique, vous avez juste besoin d'être innovant. C'est pour ça aussi que nous travaillons beaucoup sur les déchets électroniques. Et pour conclure, je dirais que, parce qu'on a beaucoup parlé de sens hier, que la troisième révolution industrielle n'aura du sens, je crois, en Afrique, que si c'est la première révolution vernaculaire. Et que si on remplace dans ce concept où la centralité passe à la distributivité, si on remplace l'industrie par la vernacularité et qu'on met en place des dispositifs qui permettent à l'intelligence des petites gens de s'exprimer
et aux petites gens d'être créatifs. Merci.